Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette nouvelle édition de l'émission L'Index sur Radio-Québec Plus. Ce soir, nous allons revenir un peu sur les sujets d'actualité, à savoir ce que nous avons vécu, cette horreur qui a frappé la capitale européenne, Bruxelles. Nous allons parler surtout de la couverture médiatique de ces événements tragiques qui ont endeuillé pratiquement la planète entière. Avec notre invité, Dr Brahim Ben Youssef, qu'on a déjà reçu ici pour parler de diversité, etc. Mais aujourd'hui, ce sera notre... Avant de parler de cela, cette semaine, Madame Fatima Houda-Pépin, notre Fatima Houda-Pépin nationale, a envoyé encore une fois une lettre au Journal de Montréal portant encore sur le même sujet. Et Fatima Houda-Pépin et Mme Jamila Ben Habib me font penser à un détecteur de fumée qui se déclenche à chaque fois que vous surgrillez votre toast en pensant qu'il y a un incendie, mais en fait c'est juste de la fumée très très simple. Cette semaine, Mme Fatima Houda-Pépin a envoyé une lettre pour dire à tous les gouvernements occidentaux combien vous êtes hypocrites avec votre soutien à l'Arabie Saoudite et le Qatar qui sont les vrais sponsors du terrorisme. Sur ce point-là, je suis tout à fait d'accord avec Mme Fatima Houda-Pépin. Les problèmes commencent quand elle aussi, elle tombe dans l'hypocrisie. Et qu'au lieu de nous parler des raisons politiques derrière le terrorisme, elle se contente de nous expliquer ça par les djihadistes qui voudraient instaurer la charia en Occident. Ce qui est complètement faux. Et comme vous le savez, en médecine, comme dans le domaine social, un diagnostic erroné, c'est dangereux. On ne devient pas djihadiste ou terroriste juste parce qu'on a été, comme ça, exposé à un discours de wahhabiste ou de salafiste ou d'un prédicateur dans une mosquée, etc. Il y a des motivations autres qui sont d'habitude, généralement et immanquablement politiques. Quand le terrorisme frappait l'Angleterre, c'est-à-dire le terrorisme de l'ERA, on parlait des raisons politiques. Même chose pour les terroristes basques, on parle toujours de raisons politiques. Même chose quand on revient un peu en arrière et quand on parle des brigades rouges en Italie, on parle des raisons politiques. Sauf dans le cas des musulmans, on essaie toujours de nous expliquer ça par la religion. Donc c'est la religion musulmane qui rend les gens terroristes. Rappelons-le. Au-delà de cette considération-là, quand on essaye de parler seulement de religion, ça veut dire qu'on essaye de cacher un peu, de mettre sous le tapis les véritables raisons politiques derrière la déferlante, justement terroriste. On va le dire clairement, sans embâche. Il n'existe aucune cause au monde qui peut justifier un acte terroriste. Aucune. Ni contre les Occidentaux, ni contre les musulmans eux-mêmes. Ce que nous avons vécu, par exemple, en France, en Belgique ou ailleurs, ce ne sont que des crimes barbares. Il n'y a rien qui peut justifier ça. Mais pour les expliquer, de grâce, s'il vous plaît, ne nous prenez pas pour des imbéciles. Madame Fatima Houda-Pépin, Madame Jamila Ben Habib et tous les autres qui essayent de nous expliquer ça seulement par le discours et la radicalisation. Ceci est complètement faux et je le répète encore une fois. Un diagnostic erroné en médecine comme dans le domaine social, c'est dangereux. Tout de suite, nous allons accueillir notre ami et notre invité, Monsieur Dr Brahim Ben Youssef. Ça va bien? Oui, merci. Alors, vous aussi, vous avez été interpellé cette semaine. D'abord, on va parler, entre parenthèses, la visite. Le Québec, bien sûr, a été marqué cette semaine par la présence d'une grande dame, Madame Le Pen, présidente du Front National en France, qui est venue ici un peu. Alors, on accusait à une certaine époque l'Iran de vouloir exporter sa révolution. Je crois que Le Pen aussi et le Front National veut exporter un peu sa vision sur l'immigration ailleurs. Oui, en effet, c'est la lecture que l'on pourrait faire de cette visite. C'est une visite éclair, quoique c'est un non-événement, étant donné la froideur avec laquelle a été accueillie, mais probablement les raisons derrière cette visite, c'est de jauger la température de la xénophobie au Québec et au Canada. Elle s'est vite aperçue qu'elle s'est trompée d'adresse. Et je salue l'opinion publique, la société québécoise,
la classe politique également pour une prise de position très appropriée. Ce qui explique toute la frustration qui l'a hanté, rien qu'à voir l'entrevue qu'elle a passée à Radio-Canada avec Madame Dussault. On s'aperçoit qu'il y a une forte colère et frustration, voire également le temps avec lequel elle se défendait, c'était un temps agressif et d'intimidation. Je crois que c'était sa façon de se défendre. C'est plus par la défensive, maintenant, autre chose, oui, en effet, lorsqu'elle parle de sa position et de la position de son parti dans l'échiquier politique français, je dirais oui, elle vante le fait que son parti est le numéro 1 en France. Ceci dit, il y a deux éléments très importants à préciser. Le premier, c'est que le discours du Front National et de Madame Le Pen est un discours en contresens de la tendance mondiale et de la progression de l'humanité. Elle est en train elle puise dans un patrimoine très vieux, celui des nationalismes étroits, alors que le monde de la mondialisation, le monde de maintenant est un monde sans frontières, c'est un monde fluide. Et l'avenir et le futur est à la diversité, à celui qui voudrait composer avec, c'est la loi de la composition et de la configuration des sociétés humaines à toute échelle. Elle puise également, ce n'est pas sa force. Sa force, elle la puise plutôt dans la faiblesse de ses adversaires et du reste de la classe politique. Et essentiellement, la gauche qui est au pouvoir et qui n'arrive pas à redécoller la France et qui échoue dans une relance économique et sociale, ce qui explique tous ces malaises qui, bien entendu, lui donne de la force pour se vanter. Mais tout ça est propre à la France. Donc Marie Le Pen, etc., son discours, son parti politique, sa vision, sa manière de voir le monde, c'est pour elle. C'est pour la France, ça concerne les Français, c'est aux Français de décider est-ce qu'ils la portent au pouvoir ou non. Ça leur appartient, ça ne nous regarde pas réellement. Ce qui nous regarde, c'est de voir que, par exemple, Radio-Canada décide de faire une entrevue avec cette dame-là, alors que cette dame-là n'était même pas dans une visite officielle, elle était là dans le cadre d'une visite de plusieurs parlementaires européens qui sont arrivés ici. On va aller chercher elle, juste elle, pour qu'elle nous parle, comme si... En quoi ça peut être utile, justement, aux téléspectateurs, aux contribuables qui financent justement Radio-Canada, et Dussault et les autres, ils n'arrêtent pas de réclamer de l'argent public pour continuer à faire de bonnes émissions. Quel est l'intérêt justement de donner l'antenne et de donner un micro et comme ça du temps d'antenne à une dame comme Marine Le Pen? En quoi ça peut intéresser les Canadiens? Ce n'est pas l'intérêt des Canadiens que à voir les médias, comment qu'elles produisent leur information et le but derrière tout cela, c'est plus de gagner dans l'écoute. Et gagner dans l'écoute, c'est avec le sensationnel. Mais ça, c'est pas le mandat de Radio-Canada, il faut le rappeler encore. J'en conviens. Et c'est pour ça que, par exemple, à la radio de Radio-Canada, il n'y a pas de publicité. Leur mandat, ce n'est pas de faire de l'écoute. J'en conviens, mais c'est la dérive, parfois. Parler de la controverse, faire paraître la controverse, a été toujours le choix privilégié des médias. Et j'en conviens, il y a une dérive à ce niveau lorsque c'est Radio-Canada. Car de la part de TVA, du groupe québécois, il n'y a rien d'étonnant, mais venant de la part de Radio-Canada, oui, c'est vrai, privilégier le sensationnel, la controverse, n'aide en rien à éclairer l'opinion publique. Très bien. Parlons maintenant, cette semaine, on a assisté tous avec énormément de tristesse à ces événements, ces actes barbares qui ont frappé Bruxelles, donc ces actes terroristes.
Mais ce qui touche encore plus, ce qui dérange encore plus, c'est un peu la couverture médiatique de ces événements-là. Il y a la tristesse qui est causée par cette barbarie un peu froide, aveugle, qui frappe des innocents qui se sont levés le matin avec plein de projets dans la tête et qui finissent un peu la journée ou bien morts ou bien complètement mutilés. Il y a la couverture médiatique de ces rapaces qui viennent justement pour essayer un peu d'enrober cet événement-là, de nous le présenter d'une manière ou d'une autre au nom d'une idéologie. Ils ne le font pas seulement pour l'information, c'est très orienté, très biaisé, et ça, je crois que ça commence à devenir un peu fatigant pour les gens. C'est certain. Mais avant de répondre, je voudrais d'abord dire que ce sont des actes barbares, des actes à dénoncer d'une façon très forte, et également d'exprimer nos pensées et notre compassion envers les victimes et leurs familles. Non seulement des victimes de Bruxelles, mais également, je le souligne, des victimes de Bagdad hier, des victimes d'Istanbul avant-hier et des victimes de la Côte d'Ivoire avant-hier, des victimes d'ailleurs et de partout, des victimes d'aujourd'hui et de tous les temps, ceux de la Syrie, ceux de la Palestine, ceux de l'Irak, ceux du Yémen. C'est là où je veux en venir. Pourquoi un attentat à Ankara ne bénéficie pas de la même couverture médiatique que l'attentat à Bruxelles ou à Paris? C'est l'une d'ailleurs, comme je disais, il y a plusieurs questions qui restent suspendues et sans réponse. Il y a beaucoup de zones d'ombre qui entourent toute cette question, ces phénomènes du terrorisme mondial. Et parmi ces questions, celle-ci justement, ce poids et deux mesures en matière de compassion, en matière de couverture médiatique, en matière de la diffusion de l'information. Non seulement, les mêmes événements ont eu lieu à la même semaine. Et on privilégie d'une façon exclusive un seul, non seulement on le fait de cette façon, mais également on va tout simplement concentrer toute l'information de l'actualité mondiale pendant 3 jours, et ce n'est pas encore fini, rien qu'autour de cette question. Moi, la question que je me pose avant de rentrer dans le vif et de voir la nature du message lui-même, c'est de poser la question: quel est le message que les médias sont en train d'envoyer à l'opinion publique? Sommes-nous en train de concentrer l'opinion publique sur l'incrimination de l'islam et des musulmans, répétant toujours ces mêmes faces, ces mêmes noms qui reviennent, des noms à consonance musulmane et arabe? Sommes-nous en train d'envoyer un message ou un appel en faveur de la stigmatisation? Et là, ça c'est simple. Ça c'est simple. Ils vont nous dire, ceux qui sont en train de commettre les attentats, ils ne s'appellent pas des Roger ou des Tremblay ou des David. Ce sont des Abdeslam, des Mohamed, des Tahir, des je sais quoi. Tout cela, ça ne dérange pas. Pourquoi, et là je crois que c'est là où vous avez raison de le souligner, pourquoi les attentats en Côte d'Ivoire, qui ont été commis pratiquement par la même mouvance, ils ne sont pas couverts de la même manière que ceux de Bruxelles? Pourquoi ceux d'Ankara ne sont pas couverts de la même manière que ceux de Bruxelles? Est-ce que, il faut poser des questions, il ne faut pas en avoir peur comme ça des mots. Est-ce que la vie d'un occidental a plus de valeur que la vie d'un Africain ou d'un Turc? C'est pour ça que j'interpelle ces médias pour nous élucider sur le message qu'elles lancent. Est-il un message d'appel à la stigmatisation? Est-il un appel ou un message qui confirme encore quelque chose de révolu, l'ethnocentrisme? Sommes-nous en train d'envoyer également un message que les sociétés humaines, les vies humaines ne valent pas les mêmes, n'ont pas de valeurs communes,
comme d'ailleurs toutes les justices qui fonctionnent à deux vitesses, les sociétés qui fonctionnent à deux catégories sociales, des sociétés qui fonctionnent à des citoyens de double ou de triple niveau, ce sont tous des messages qui sont très graves à l'égard, à l'endroit de l'opinion publique et également à l'endroit de la communauté musulmane qui se trouve vraiment alourdie par toutes ces contraintes, par toutes ces suspicions, par toutes ce doigt pointu d'une façon permanente sur cette communauté, sur l'islam. Est-ce qu'on n'est pas en train de favoriser à travers ce genre de gestes et d'actes et de propos, de favoriser cette machine monstrueuse, car c'est exactement là où elle veut en venir. Il y a des gens, on a souvent parlé des profils psychologiques et sociologiques de ces auteurs des actes terroristes. Mais la principale valeur commune, caractéristique commune de ces profils, c'est que ce sont tous des personnes qui souffrent de conditions d'exclusion et de précarité. Or, l'exclusion, elle peut être aussi une perception et non pas réellement une mise à la marge physique. Et je pose la question, sommes-nous pas en train de contribuer avec ce genre de gestes, de propos, à enclencher encore davantage, intensifier la mise en marge et l'exclusion d'une frange de la société. Ce sont toutes des questions qui restent sans réponse et ce sont des zones d'ombre. Également, maintenant que nous sommes dans le vif du sujet, il y a 3 ou 4 images qui m'ont frappé depuis hier. La première, c'est l'enchaînement des événements et le déchaînement de la peur. Aujourd'hui, ce que TVA couvrait, c'était et qu'est-ce qu'il en est de nous au Canada? Mais quel rapport? Pourquoi cette gâchette facile sur la mise en œuvre de la peur et de la phobie? Tout de suite après, la question sur Twitter d'une auditrice ou d'un auditeur, c'était de dire: est-ce que les sources sensibles d'eau, d'alimentation en électricité, etc., sont-elles sécurisées? Or, à ma connaissance, regardez à quel point on arrive à embarquer l'opinion publique dans ce piège de la phobie excessive et de la peur. Alors que, tout simplement, tous les gouvernements du monde, tous les systèmes du monde ont développé leur protocole de sécurité depuis une belle durée. La troisième, c'était une déclaration qui fait très peur, c'est de dire que dans peu de temps, les terroristes arriveraient à contrôler les centrales nucléaires. Encore là, une autre façon d'intensifier cette peur. En contrepartie, ce que je voyais hier, c'était plutôt l'éloge de Daesh et de cette machine monstrueuse. C'était, dans les termes que je vais relater, c'était une émission où on donnait d'une façon détaillée tout le budget annuel de Daesh, comme s'il s'agissait d'un État reconnu et légal. Alors, 50 millions par mois de la rente pétrolière, 2 millions des impôts perçus et 2 millions de raquettes. Alors, moi, juste ma question, et puis l'autre journaliste enchaîne en disant: c'est un système fortement structuré. Alors, ce genre de message, lorsqu'il tombe dans les oreilles,
peu importe de X, de n'importe quelle personne, qui est déjà prise au piège du décrochage social et de la détresse sociale, qui est prête à être envoûtée par l'endoctrinement et le recrutement par le loup terroriste. Si elle tombe dans ses oreilles, ça va sonner comme de la musique, car tout simplement, lui est à la recherche d'une reconnaissance, est à la recherche d'une cause pour justifier toute sa vengeance contre la société. Et en plus de ça, on vient de lui indiquer un bon créneau qui est également payant sur tous les plans. Est-ce qu'on est conscient de... Moi, ma question maintenant que je pose, est-ce qu'on est conscient de l'impact de ce genre de message, ou bien, dans ces conditions, donc, est-ce qu'on est en train de le faire d'une façon exprès? Quels sont les objectifs ou les buts voulus à travers cela? Ou bien on est inconscient, on est juste dans un processus de production et de diffusion de l'information sans aucune réflexion, sans aucune perspective. Alors, quand on parle de ces amalgames qu'on essaie un peu de nous faire avaler à coup de reportages, à coup d'articles, d'analyses, enfin des experts, on le sait déjà depuis les mille et une guerres qui ont eu lieu dans la région du Golfe. À chaque fois qu'on nous amène à quelqu'un qui donc défend la thèse un peu des Occidentaux, on le présente comme un expert. À chaque fois qu'on présente quelqu'un d'autre qui un peu défend l'autre thèse, on le présente comme un militant. Donc le rapport entre l'expert et le militant, c'est déjà très, très important. Mais au-delà de cela, dans ces amalgames-là, quand on parle d'Europe, des États-Unis, du Canada, déjà au départ, le poids démographique des musulmans dans ces coins du monde n'est pas le même. Par exemple, en France, les musulmans représentent 7% de la population. Aux États-Unis, la population musulmane ne représente que 1% de toute la population. Or, ce qu'on sait, c'est que par exemple, si en France on parle de marginalisation, de ghetto, d'exclusion, etc., aux États-Unis, la communauté musulmane est la communauté la plus scolarisée aux États-Unis après les Juifs. Et on représente 1% de la population, mais les musulmans représentent 10% de tous les médecins qui travaillent aux États-Unis. Donc les réalités ne correspondent pas à cette image-là qu'on essaie de donner. Le problème peut, par exemple, être présent en France, n'est pas le même qu'au Canada ou aux États-Unis, ou même en Allemagne ou ailleurs. Mais le fait de parler des Occidentaux comme s'il s'agissait d'un seul pays, c'est là où il y a justement ces amalgames-là. Le problème qu'il y a en Belgique n'est pas peut-être le même qu'il y a en Angleterre, ou en France, ou ailleurs. Mais le fait de dire, comme vous l'avez bien souligné, alors qu'en est-il de la situation ici au Canada et qu'on essaye un peu d'inventer et de ramener des choses, ça aussi c'est une manière de tromper le public, de raconter finalement des faussetés pour mieux cacher cette vérité-là, qui est, c'est-à-dire, pourquoi il y a ce terrorisme-là. On n'en parle pas. Il n'y a pas d'experts qui viennent nous dire, au fait, les terroristes, il faut bien le dire, il faut revenir du temps de l'Afghanistan, qui a financé ces terroristes, qui a structuré ces terroristes, qui a inventé même ces terroristes et cette mouvance-là, etc. Donc les raisons politiques sont un peu cachées. C'est certain, c'est pour ça que je répète toujours que les zones d'ombre sont là, elles entourent vraiment ce phénomène international. Lorsque on parle comme, je reviens peut-être à l'image d'hier, à faire l'éloge de Daesh, mais c'est un groupe qui fonctionne dans l'illégalité, mais il fonctionne, sa machine fonctionne, ses mécanismes fonctionnent, il est entouré de 1001 pays qui lui font la guerre, mais sa machine fonctionne. Or, cette machine, elle fonctionne à travers des réseaux bien établis. Il a ses réseaux financiers et bancaires, il fait des transactions, il a son ingénierie pour faire fonctionner tout le pétrole, il vend son pétrole, il transporte son pétrole, il exporte, il importe, il perçoit des impôts, il fait tout cela.
Or, on fait à chaque fois, on essaye de se cacher derrière l'élimination d'un des éléments de Daesh. Or, il se trouve que c'est une machine. Il ne s'agit pas de parler des boulons de la machine. Les boulons d'une machine peuvent être changés et remplacés. Mais pour nuire à une machine, tout simplement, d'arrêter de défaire ces mécanismes. Alors, il y a quelque chose qui ne va pas. Est-ce que c'est un signe d'impuissance ou au contraire, c'est tout simplement une façon de sauvegarder quelque chose qui est politiquement payant? Donc, je ne peux pas m'avancer là-dessus n'ayant pas réellement des éléments palpables et valides, mais tout ce que je peux dire, c'est que les questions sont là, et puis les incohérences, elles sont vraiment multiples, et il est très difficile parfois de ne pas voir des corrélations bien établies, bien claires. Encore là, ce n'est pas quelque chose ce n'est pas sur ce plan, ni sur le plan de la surmédiatisation de la violence et du terrorisme, ni sur le plan de l'instrumentalisation de la peur et puis de cette machine monstrueuse. C'est un domaine qui reste quand même qui relève du domaine de la puissance obscure et des pouvoirs occultes, sur laquelle l'opinion publique n'a aucun contrôle. C'est pour cela, moi, je vais revenir à une question très importante, c'est de dire que l'individu qui arrive entre les bras de Daesh et qui se fait facilement recruter, on doit le considérer, avant d'arriver à ce stade, de le voir dans un processus, quelqu'un qui est victime d'un processus de rupture de lien social, de décrochage social. Très important. Or, le décrochage social est un processus très lent et progressif. La phase du recrutement par une secte et la dogmatisation et l'endoctrinement qui précède celle du recrutement par les réseaux terroristes ne sont que les phases finales de ce processus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'a pas pu, on n'a pas su, on n'a pas voulu faire barrage à ce processus avant que la personne sombre dans la détresse et aboutisse entre les bras de Daesh et des sectes dogmatisantes et endoctrinantes. Les deux frères qui ont commis ces actes barbares, on le disait justement, que c'était, avant qu'ils ne deviennent des membres de Daesh, des criminels de droit commun, c'est-à-dire des voyous, qui essayaient un peu de vivre comme ils pouvaient, en allant voler ça et là, en commettant des petits crimes ça et là, et ils ont été un peu donc recrutés par Daesh. Et comme vous l'avez souligné, le processus d'exclusion, donc la stigmatisation, la marginalisation, la ghettoisation, c'est celle qui va pousser ces jeunes-là dans les bras de Daesh. Et cette ghettoisation-là, cette exclusion, cette marginalisation et la perception que nous avons de ces choses-là, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Comme vous l'avez dit, c'est-à-dire c'est quelque chose qui doit s'installer dans la durée pour que ça devienne une réalité devant nous qui va nous pousser à prendre des décisions et arriver pratiquement à l'abominable, quoi. C'est pour cela que l'une des explications de toute cette concentration sur le résultat final, le résultat qui fait fureur, celui de l'acte terroriste, c'est aussi une façon de cacher le malaise social et l'échec d'un projet de société inclusif. Des politiques d'intégration et tout ça. C'est certain. Alors, c'est pour ça que
autre chose aussi, je me suis toujours demandé, pour quelle raison, dans toutes ces émissions, pendant 3 jours, 1001 émissions qui passent à la télévision, tous les interlocuteurs, ce sont des experts en matière de sécurité. J'aurais souhaité une seule fois voir des experts du domaine des sciences sociales, Mais peut-être parce qu'on ne veut pas les entendre. Bien entendu, parce que c'est ceux-là qui auraient peut-être levé le voile sur ce qui précède le recrutement par les réseaux terroristes et par les sectes d'endoctrinement. Alors, moi, c'est pour ça que je me suis intéressé davantage à ce volet. J'ai essayé de décrypter, d'après les descriptions données par la presse et les médias, de faire la synthèse une synthèse des profils d'un échantillon des auteurs des attentats des dernières années. J'ai abouti à 3 profils. Un premier profil, et qui sont très complexes, et puis qui convergent les uns vers les autres. Le premier profil, c'est le profil que je dirais visible. Ça veut dire c'est quelqu'un qui commence par le palier familial, palier des besoins de base à l'enfance, et où il souffre de carences affectives, de carences matérielles, dues probablement à un milieu familial dysfonctionnel. Et à partir de ce moment, il va traîner un lourd fardeau d'une identité fragilisée, d'une perte d'estime et tout ce qui s'ensuit, et d'une socialisation, ça veut dire un apprentissage social qui est tronqué. Alors, passé ce palier, il va passer au deuxième, au niveau de la socialisation intermédiaire, donc au niveau de l'école, etc., etc. Nous allons voir, il va aboutir à un échec. Et il va commencer sa première phase de rupture du lien social. Il a la rupture avec le milieu familial. La deuxième, c'est le décrochage scolaire. La troisième, il va passer encore à une autre vitesse, c'est un autre palier, à l'âge de l'adolescence, à une vie, ce que j'appelle la vie dans l'affrontement, la vie éprouvée. Il va passer sa vie entre la justice, entre la police et les centres de jeunesse. Les récidives, il revient, ainsi de suite, donc ça devient un petit peu sa logique d'être et sa dynamique de vie. Il va passer un autre palier, c'est celui de l'adhésion à des groupes criminels et à des gangs. En ce moment-là, il va passer à un niveau plus intense de la violence. Alors, ça, c'est un profil de désorganisation sociale régulière, mais qui est très fortement existant, donc une identité fragilisée, une estime secouée, et une perte des liens et des repères. Alors, lui, il y a 2 chemins. Soit qu'il verse dans la grande criminalité, puis il adhère à des groupes d'extrême violence, ou il passe vers l'endoctrinement, si jamais il croise une cause djihadiste ou autre, on va revenir sur la cause elle-même, qui va lui donner une reconnaissance, un statut, et qui va justifier toute la colère qui l'anime et la vengeance de la société qu'il sollicite. Puis, le passage vers le recrutement par un réseau terroriste se fait également d'une façon très rapide. Je vais être rapide. Le deuxième niveau, ce sont des gens qui relèvent de milieux familiaux, premier palier, fonctionnels, et de conditions de vie régulières. Jusqu'au 3e palier, ils vont être scolarisés, ils vont vivre une vie régulière, sauf qu'au 3e palier, ça veut dire au niveau de la socialisation d'adulte, là où il va se chercher lui-même ses valeurs sociales, et puis au niveau des besoins d'épanouissement, à la recherche de l'idéal. Alors, il y a une catégorie qui souffre d'une combinaison de choses, qui est victime d'une combinaison d'une identité fragilisée, d'un fort sentiment d'injustice, qui
peut être à son égard personnel ou à l'égard de son milieu familial ou à l'égard de son groupe d'appartenance. Et voici l'un des effets que ces messages médiatiques propagent et développent dans les mentalités des personnes, et également combiné avec une aspiration à cet âge d'énergie débordante, une aspiration à un changement par la force de la société afin d'aboutir à un idéal. Et puis là, donc on s'étonne, non, lui, il ne vient pas d'un bidonville, ni d'un ghetto, ni d'un milieu dysfonctionnel. Voici qu'il est pris dans le piège. Puis très facilement, avec le développement d'une colère, une détresse sociale, un idéal à poursuivre, il tombera dans le piège d'une secte en vue de l'endoctrinement, et puis très vite, il passe ça correspond aussi à un autre profil. Le troisième, c'est plus le profil suicidaire. Ce sont des personnes qui également émanent de milieux fonctionnels, de conditions régulières, mais qui, à un moment, au niveau de l'un des paliers intermédiaires, vont être victimes d'une perte d'estime et d'une identité ébranlée, fortement éprouvée. Le cas, par exemple, de quelqu'un qui a une victime d'intimidation. Alors, je vais juste pour terminer les trois. Alors, lui, il a deux niveaux. Soit qu'il passe directement vers le suicide, après le développement des idées noires et l'isolement, soit également qu'il peut rencontrer une cause qui va lui redonner espoir, statut et reconnaissance, l'endoctrinement et puis le passage vers le terrorisme. Donc il y a un qui est visible, les deux autres, plus le deuxième il est silencieux, le troisième il est secret, mais les trois c'était pour dire quoi? La première règle, c'est que ce sont le processus de décrochage social. Je ne parle pas de radicalisation, qui n'est qu'une phase, une forme d'aboutissement d'un lent processus. Alors, le processus de décrochage social, de perte du lien social, est un processus progressif. Ça veut dire qu'il passe par plusieurs paliers. La deuxième règle, plus on intervient en amont, plus on a des chances de sauver, de repêcher la personne. Et plus on le laisse s'enfoncer dans la profondeur du processus, plus la tâche de le repêcher devient difficile. La troisième, c'est pour dire que la responsabilité, au niveau de tous ces paliers, la responsabilité de tous, à partir de la responsabilité parentale jusqu'à celle des pouvoirs publics, passant par le réseau associatif et la société civile, sont tous là. Juste pour dire pourquoi on ne s'intéresse pas, ma démarche, pourquoi on ne s'intéresse pas en amont à la situation, s'il y a un Daesh, et puis s'il y a cette machine qui recrute ce loup, ce que j'appelle le loup recruteur, et s'il y a également une secte d'endoctrinement, également à la fin du processus, mais pourquoi tout simplement ne pas leur barrer la route et repêcher toutes ces personnes qui auraient et qui pourraient sombrer dans ce genre de détresse? C'est ma question. C'est très clair. Donc, quand on entend des députés ou des politiciens, comme par exemple Fatima Ouda Pépin, qui envoie une lettre et qui nous dit que les gens, que des kamikazes se font exploser dans le but d'instaurer la charia en Occident, on est en train de sombrer dans le ridicule. Non seulement on est loin de la vérité, mais là, ça devient un peu tiré par les... C'est le processus, comme vous venez de le décrire, la complexité des choses, est loin d'être aussi simple que celle-là, c'est-à-dire des hordes sauvages qui voudraient venir ici en Occident instaurer la charia en massacrant des gens. On est un peu on reste un peu ébahi quand on entend ce genre de discours. Et pourtant, ça passe. Quel discours souhaitez-vous voir ici, chez la classe politique, ici au Québec? Ne parlons pas du Canada, parce que moi, je l'ai remarqué, par exemple, au niveau du traitement médiatique dans les médias anglophones et les médias francophones, ce n'est vraiment pas la même chose. Les attentats de Bruxelles ont été traités par les médias anglophones
comme une affaire qui relève de la politique internationale, des flashs d'informations. On en revenait des fois de temps en temps, ça s'arrêtait là. On ne faisait pas des directs et des longs reportages. Quel discours devrait-on avoir ici au Québec, chez la classe politique, pour essayer un peu de recentrer le débat sur ces raisons sociales, politiques, etc., qui poussent les gens vers ce décrochage social? On va juste faire une petite pause pour régler un petit problème technique, et on vous revient tout de suite après. Voilà, nous sommes déjà de retour, alors on poursuit notre discussion avec Dr Brahim Ben Youssef sur toutes ces questions relatives à la couverture des médiatiques surtout, des événements, des actes terroristes qui ont été commis à Bruxelles et ailleurs aussi. On parlait justement, donc, Dr Ben Youssef, de cette manière un peu tronquée de présenter les réalités, de se contenter de venir un peu vers la fin du processus, de mettre tous les projecteurs des caméras sur ces événements-là, au lieu de nous expliquer un peu le long processus de décrochage social qui pousse ces gens-là vers à commettre comme ça l'irréparable. Et là, la question que je vous posais, c'est par rapport au discours politique et de la classe politique ici au Québec, qui semble être, à mon avis, relevé de la pensée unique. Ils répètent tous la même chose. Ils disent tous de la même manière la même chose. Lutter contre la radicalisation. Oui, il faudrait, par exemple, on l'avait avec le gouvernement, arriver avec interdire le discours haineux, etc. Comme si tout dépendait de ce discours-là et comme si la radicalisation était une maladie qu'on pourrait attraper comme ça en rentrant dans un café ou sur le coin d'une rue, alors qu'il s'agit plutôt d'un résultat, d'un lent processus et sur lequel on peut intervenir et qu'on peut, justement, comme vous l'avez si bien décrit, changer un peu le cours de la chose. C'est certain. C'est pour cela que demander à un politique de ne pas être un politique, c'est très difficile. C'est la question que vous me posez. Le politique, lui, il agit dans une logique pragmatique. Et il vise en premier lieu le gain politique et le capital, d'augmenter son capital politique. Par conséquent, il agit vite en fonction de l'immédiat et de la conjoncture, de façon à satisfaire l'attente primaire ou de façade d'une opinion publique. Pourtant, on nous dit que gouverner, c'est prévoir. Et entre la philosophie de gouverner, entre la manière de gouverner, ces deux choses, entre l'éthique ou l'idéal de la gouvernance et entre les systèmes de gouvernance réels, ça fait toute la différence. Par conséquent, lui, il procède toujours par raccourci et vite, ce qui calme dans l'immédiat l'opinion publique. Le deuxième, demander aux médias, mais non, le média, il cherche, les médias cherchent le sensationnel et l'écoute, c'est ce qui est demandé, attendu. Par conséquent, leur demander de se transformer en autre chose et de poursuivre d'autres buts, ça ne fait pas leur affaire. C'est pour ça que j'attendrai plus une position équilibrée de la part de l'élite, des intellectuels, des penseurs. Le philosophe, lui, par contre, il incarne l'idéal. Mais ces gens-là n'ont pas pouvoir, justement. C'est ça. Mais on aurait pu... Le philosophe, l'intellectuel, l'artiste, enfin l'élite, ils n'ont pas réellement le pouvoir. Malheureusement. Et c'est ça qui fait défaut dans nos sociétés, qu'elles se disent, qu'elles vantent, tant qu'il n'y a pas cet équilibre, il n'y a pas ce contrepoids de l'idéal, de celui qui incarne la sagesse, qui redonne espoir et confiance aux sociétés, tant que ce contrepoids, cette forteresse qui est l'université, cette forteresse de savoir n'a pas sa place dans la constellation des pouvoirs, on n'en finira pas. C'est ça un petit peu le problème. Or, c'est très simple à penser. Le problème du terrorisme, c'est un problème avant tout des sciences sociales. C'est un problème de
fragilité humaine et de précarité des conditions de vie qui font que tout simplement il y a des humains qui supportent moins que d'autres ce fardeau et cette lourdeur pour sombrer alors que d'autres non. Il ne reste pas beaucoup de temps, monsieur Ben Youssef, pour terminer. Et en parlant de l'élite, en parlant des intellectuels, en parlant des penseurs, des philosophes, certains nous disent la solution, c'est la laïcité. Il faut promouvoir les idées de la laïcité, bannir un peu le discours religieux ou le sortir de la scène publique, aller dans les écoles, former des gens qui ont un esprit critique, qui ont un rapport un peu très rationnel avec la religion, qui savent faire la part des choses, et au final, nous allons avoir des gens qui ne seront jamais influencés par ces discours de ce que vous avez appelé le loup terroriste ou Daesh ou les autres. La solution serait donc la laïcité. Que pensez-vous de ça? Je ne pense pas que le problème soit fondamentalement celui de la cause ou du dogme. Peu importe le dogme qui guette la proie facile, le problème il est dans les conditions qui font que des humains sombrent plus, chutent dans ce genre de bain et de piège. On peut en parler de la cause, mais celle-ci intervient en phase finale. Alors, ce qui précède, tout simplement, c'est une souffrance psychique combinée avec des carences matérielles qui font que l'individu perd tout lien avec la société, il perd tous ses repères, et puis est à la recherche d'une reconnaissance. Or, à ce niveau, il y a une stratégie de récupération et de recrutement dans ce genre de milieu de vulnérabilité pour prendre au piège ce genre de personnes. Ça, c'est fondamental. Il y a 4 ou 5 paliers avant même que l'individu arrive à ce stade. Donc c'est un problème des sciences sociales, c'est un problème de développement, c'est un problème d'intégration, c'est un problème de soutien et d'aide et de reconnaissance à des familles en détresse, à des personnes en détresse. C'est ça qui manque et qui fait défaut, je le dis et je le redis, les choses sont claires. Maintenant, disons un petit mot de la cause qui va redonner espoir à ces gens, qui va les endoctriner pour aller droit vers Daesh. Alors la cause, oui, en effet, en ce moment, la cause, elle est colorée d'un message islamique. C'est certain que ça ne correspond pas à l'islam authentique. Il y a un détournement des textes. Il y a une confiscation de la vision pacifique de l'islam au profit de la violence. Il y a également une interprétation, un regard obscur et qui noircit ces textes. C'est certain, je ne vais pas m'étendre là-dessus, les choses sont claires, à bon entendeur, à celui qui voudrait rechercher, il y a l'islam, il y a le texte confisqué. Je ne vais pas rentrer là-dedans. Or, il se trouve que ces milieux recrutent avec quoi? Avec un dogme, avec des techniques d'endoctrinement qui sont propres à toutes les sectes qui ont pris naissance en Occident et qui sont venues, surtout c'était à la mode, les années 70, pour répondre à la détresse sociale et psychique des individus en milieu moderne et de rivalité. Donc il y a ça. La troisième, c'est que ces dogmes aussi, y compris ce dogme à couleur ou à saveur islamique, est combiné à tout le patrimoine de la philosophie révolutionnaire par la force, héritée, pas d'aujourd'hui, mais héritée également et produite en Occident. Elle n'est pas loin de nous, cette philosophie avec laquelle, qui a animé d'ailleurs les groupes comme les bandes d'Abadère, les années 60, 70, les bandes d'Abadère, les groupes
l'armée rouge, Les brigades rouges et toute cette mouvance d'extrême gauche ultra-progressiste. Donc c'est cette combinaison de fruits d'un patrimoine... Monsieur Bounous, il ne reste pas beaucoup de temps puisqu'on on doit conclure. Les gens qui vont vous écouter comme ça, ils vont dire, oui bon, tout cela, on peut être d'accord. Ils vont nous dire, ben écoutez, à la base, tous ces problèmes-là sont justement liés à une communauté, c'est-à-dire, ce sont les communautés musulmanes installées en Occident. Et si on veut, nous, justement, sauvegarder notre sécurité, si on veut vivre en paix, si on veut éviter ce genre de problème, eh bien, la solution un peu radicale qu'on préconise, ou bien on renvoie tous les musulmans chez eux, ou bien on va demander justement aux musulmans qui sont ici de montrer patte blanche, de faire un monde honorable, et à ce moment-là, comme l'a dit Ted Cruz, comme l'a dit Trump, etc., patrouiller avec la police, donc le tout sécuritaire, parce qu'à la base, les gens, ils ont un peu raison d'avoir peur, de dire, bah écoutez, là on parle de vie et de mort, on n'a pas le temps de faire on n'a pas trop de temps pour faire de la philosophie. On veut répondre d'abord à ce qu'on peut sauvegarder les vies des gens. Est-ce que vous croyez que le fait, par exemple, de limiter les niveaux d'immigration pour les musulmans, etc., est-ce que ça pourrait, en ce moment, je parle bien en ce moment, est-ce que ça pourrait être une solution pour un peu calmer les esprits? C'est un raccourci populiste, j'avoue, et qui est politiquement payant. C'est un petit peu la voie qu'emprunte Mme Le Pen, c'est la voie qu'emprunte M. Donald Trump aux États-Unis. Elle est populiste, elle est payante politiquement, elle est réductrice, mais elle ne va jamais jusqu'au bout. Et même l'électorat, vous allez le voir d'ailleurs, ça a toujours été confirmé, l'électorat à la dernière minute au niveau de désigner celui à qui confier les rênes d'un pays, il ne va jamais avoir confiance en ces gens. Ils ne vont pas passer. Alors, à mon avis, les choses peuvent être faites, c'est un complément. Les modalités d'intervention, il ne s'agit pas ni des musulmans ni de non-musulmans. La rupture du lien social, le décrochage social, c'est un phénomène qui englobe un tout. Tout simplement, la violence, on concentre la violence, on focus sur l'acte terroriste, on laisse les actes criminels qui sont faits exactement dans une logique dont le départ est le même. Bien entendu, on va faire en sorte de montrer de cibler d'une façon, de stigmatiser les musulmans en particulier. Or, si on se fie juste aux statistiques, il y a au Canada plus d'1 million de musulmans. Combien de cas? Je parle de ceux qui ont commis des attentats réels. Combien de cas? Est-ce qu'on peut exagérer et parler d'une dizaine, d'une vingtaine? Allons-y avec une centaine. C'est quoi la proportion de 100 sur 1 million? Juste pour dire que ce n'est pas une question ni de communauté, ni de profil racial, ni de religion. C'est un profil de psychologie et de sociologie. Ça d'une. Il est certain que c'est l'affaire de tous. Il y a l'éducation, il y a la socialisation, il y a l'aide à des personnes en détresse. Et puis, il y a également la sécurité, la dissuasion au moment où les choses arrivent à un niveau irréversible, j'en conviens. Donc c'est un tout, il faut équilibrer et doser. La deuxième, il serait très fâcheux sur le plan des répercussions au niveau de la société de stigmatiser, de se concentrer sur une communauté particulière. Or, c'est faux, tout le monde le sait, et ça ne fait que, tout simplement, que fragiliser le vivre ensemble et la diversité, qui, elle, demeure la tendance qui s'impose au niveau de la composition sociale des sociétés dans le monde. Très important. Donc, revenons à un équilibre et que tout chacun fasse son travail. En amont, il y a beaucoup de travail à faire. Les pouvoirs publics doivent œuvrer davantage dans les politiques de développement. Le réseau de services et d'aide en matière de santé, d'éducation,
doit intensifier également son intervention pour venir en aide à des familles en détresse et à des individus en détresse, favorisant également, développant, appuyant le réseau associatif et communautaire qui, lui, également contribue par cet encadrement. Et puis, si jamais il y a des cas qui dépassent les bornes et qui arrivent à des points irréversibles de cette rupture, que la sécurité fasse son travail. Très bien. Monsieur Ben Youssef, merci encore pour ces éclaircissements. C'est toujours intéressant de vous écouter expliquer un peu et décortiquer ce que les autres avancent un peu, ils nous présentent comme vous l'avez dit, un peu de manière mécanique. Donc il ne s'agit pas seulement de parler des boulons de la machine, comme l'a dit tout à l'heure Dr Ben Youssef, mais il faudrait aussi expliquer tout le mécanisme, les raisons d'être même de cette machine-là. Et donc, ça c'était par rapport à ce que nous avons vécu à Bruxelles. Je voudrais vous quitter en vous rappelant une chose. Il y a eu des attentats en Côte d'Ivoire et on n'a jamais vu quelqu'un nous dire « je suis ivoirien ». Il y a eu des attentats en Turquie, 2 fois. Je n'ai pas entendu des gens sur Facebook me dire « je suis turc » ni rien du tout. Il y a eu des attentats à Bagdad. Il y a eu avant cela des attentats à Beyrouth, au Liban. Et jamais on a entendu les gens nous dire « je suis libanais, je suis irakien, etc. » Des morts dans le monde arabe, c'est une question quotidienne. Chaque jour que Dieu fait des attentats, toujours commis justement par ces terroristes qui se réclament de la mouvance islamiste, et appelez-les comme vous voulez. On n'entend jamais ces formes de solidarité qui dépassent parfois l'entendement. Dès le moment où ça touche une capitale occidentale, on a l'impression que ça devient autre chose. Et pourtant, il s'agit des mêmes vies humaines qui sont perdues, les mêmes vies humaines innocentes qui sont perdues à Bruxelles, à Paris, en Côte d'Ivoire ou en Turquie. Ce sont toujours des humains qui meurent. Je vous quitte sur cette remarque et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, gardez le sourire et continuez bien sûr à visiter notre site Radio Québec Plus et bien sûr à visiter aussi notre page Facebook. Merci et bonsoir.